Elle n'avait jamais voulu être un symbole. Aurore Dubois ne rêvait que de terminer son déjeuner en paix, de passer ses examens sans regards indiscrets, de traverser les couloirs de l'école sans se faire remarquer, comme une ombre glissant sur les murs anciens du lycée Saint-Éloi, un établissement prestigieux niché dans les environs verdoyants de Paris, où l'élégance des briques séculaires masquait un monde de privilèges impitoyables. Mais dans ces couloirs où les noms de famille pesaient plus lourd que les mérites, le silence d'Aurore devint une arme, affûtée par la patience et la douleur. Quand les murs du pouvoir se refermèrent sur elle, elle ne trembla pas. Elle observa, enregistra, documenta chaque mot, chaque geste, chaque menace, tissant un filet de vérité que nul ne pourrait défaire. Voici l'histoire d'une jeune fille qu'ils tentèrent d'effacer, et comment, dans l'ombre de son propre silence, elle forgea un cri que même les puissants ne pourraient ignorer. À Saint-Éloi, il y avait des filles qui semblaient marcher comme si le sol avait été poli pour leurs seuls pas, leur rire résonnant comme une mélodie étudiée, leurs écouteurs sans fil et leurs ongles vernis scintillant sous les lustres du hall d'entrée. Élodie Moreau était de celle-là, une reine aux cheveux blonds cascadant sur des pulls en cachemire, son sourire aussi charmant que cruel, fille d'un riche donateur dont le nom ornait une plaque dans le bureau du principal. Elle est évoluée avec une assurance naturelle, entourée de sa cour, Claire, sa confidente aux yeux perçants, toujours prête à rire à ses plaisanteries. Mathilde, plus discrète mais calculatrice, une stratège dans l'ombre, et Hugo, le garçon silencieux qui suivait le groupe sans jamais prendre position, ses yeux fuyants trahissant une lâcheté confortable. Puis il y avait Aurore Dubois, invisible, presque irréelle, une silhouette dans un sweat à capuche trop grand, les tresses serrées comme une armure, les baskets usées glissant sans bruit sur le linoléum poli des couloirs. À 16 ans, Aurore avait perfectionné l'art de l'invisibilité, non pas par timidité, mais par nécessité. À Saint-Éloi, où les regards pesaient comme des jugements et où les origines sociales déterminaient votre place, elle était une anomalie, une boursière, une fille noire issue d'un quartier modeste, admise grâce à un score exceptionnel aux examens nationaux, deuxième meilleure de tout l'État, une place gagnée par la sueur et non par l'héritage. Mais pour les autres, elle restait une étrangère, une « protégée de la charité », comme ils murmuraient dans son dos, leur voix à peine voilée par les rires. Aurore connaissait les règles implicites de ce monde. Elle savait que survivre ici demandait plus que de l'intelligence, cela exigeait une stratégie. Elle y évitait que les couloirs bondés, préférant l'escalier rai, rarement surveillé par les professeurs, où les cloches de l'école semblaient plus douces, presque étouffées. La bibliothèque était son refuge, une table près d'une fenêtre, cachée derrière une plante flétrie que personne ne pensait à arroser. Chaque midi, elle y déballait son déjeuner avec une précision méthodique, 2 tranches de pain complet, tartinées de beurre de cacahuète, sans confiture, trop d'efforts pour si peu de différence. Les croûtes restaient, car les coupures étaient un luxe qu'elle ne s'accordait pas. Sa bouteille d'eau, usée, portait encore le logo d'un vieux centre communautaire de son ancien quartier, un souvenir d'une vie où les lettres s'effaçaient, mais les rêves persistaient. Aurore ne scrollait pas son téléphone, ne participait pas aux groupes de discussion animés, ne riait pas aux blagues partagées en ligne. Elle ouvrait son manuel de mathématiques avancées, ses notes soigneusement codées par couleur, chaque formule mémorisée non pas pour les notes, mais parce que la connaissance était son pouvoir, un pouvoir discret mais inébranlable. Elle n'était pas là pour se faire aimer, ni même pour être vue. Elle était là pour s'échapper, pour tracer un chemin hors de ce monde de briques anciennes et d'argent neuf, où les bannières historiques et le lierre impeccablement taillé et dissimulé est une vérité plus dure. À Saint-Éloi, on ne vous jugeait pas sur vos mérites, mais sur votre nom. Sa mère, Camille, était la force derrière ce rêve. Infirmière de nuit dans un hôpital public, elle enchaînait des doubles quarts, rentrant à l'aube dans leur petit appartement derrière une laverie automatique, un lieu modeste où l'eau coulait, et où les voisins ne posaient pas de questions. Chaque matin, Camille préparait un café au goût plus amer que réconfortant, embrassait le front d'Aurore et murmurait « Encore un semestre de moins, ma chérie ». Aurore hochait la tête, même les jours où le doute s'insinuait, où elle se demandait si ce rêve d'université, la Sorbonne, sciences politiques, peut-être une carrière d'avocate, n'était pas une illusion vendue par un monde qui ne voulait pas d'elle. Mais chaque fois que cette pensée menaçait de l'engloutir, elle pensait à la Sorbonne, à une vie où elle n'aurait plus à calculer chaque pas pour éviter les orgueils froissés, à un avenir où elle pourrait marcher sans craindre les murmures. Ce rêve demandait plus que des notes. Il demandait de la discipline, une discipline qu'elle forgeait dans un lieu improbable,
l'académie de combat Bastia, un dojo délabré coincé entre une crèmerie abandonnée et une boutique de prêteurs sur gage, où l'odeur de sueur et de vinyle imprégnait l'air comme une prière. Sensei Léon, un homme aux mots rares, mais aux leçons brutales, était son guide. Ton souffle est ta première arme, lui avait-il dit un jour, son regard perçant comme s'il voyait à travers elle. Maîtrise-le, et tu survivras à n'importe quelle tempête. Aurore écoutait, non par peur, mais parce qu'elle savait ce que c'était de perdre le contrôle. Depuis ses 9 ans, elle apprenait à frapper, à saisir, à renverser, mais Léon ne lui enseignait pas seulement le combat. Il lui apprenait à observer, à anticiper 5 coups à l'avance, à ne frapper que lorsque c'était nécessaire, jamais par vanité. Tu n'es pas une arme, disait-il. Tu es un choix. Que le monde comprenne la différence. À 16 ans, Aurore avait affronté des adversaires 2 fois plus grands qu'elle sans une égratignure, mais à l'école, elle ne se tenait pas comme une combattante. Elle se tenait comme quelqu'un qui n'avait pas de temps à perdre à prouver quoi que ce soit. Elle parlait peu, non par manque de mots, mais parce qu'elle avait appris que les mots ne protégeaient pas. La stratégie, si. En rendant ses devoirs en avance, elle évitait l'attention des professeurs. En évitant le bus, elle esquivait les drames. En gardant son sweat à capuche, elle cachait les bleus du dojo, ce qu'elle gagnait en s'entraînant, pas en se battant. Et en ignorant les murmures sur sa place de charité, elle les laissait s'épuiser d'eux-mêmes. Elle n'était pas là pour se faire aimer. Elle était là pour survivre, un pas calculé à la fois, chaque mouvement précis, comme une danse apprise dans l'ombre. Mais le silence, même bien rodé, ne peut retenir la tempête indéfiniment. Quelqu'un l'avait remarqué, pas seulement vu, mais ciblé. Élodie Moreau, la reine incontestée de Saint-Éloi, avait décidé de la briser, comme on brise un miroir dont le reflet dérange. Tout commença par un numéro, 92, estampillé en rouge sur la feuille de compétition d'Aurore, le score le plus élevé du concours scientifique national, une victoire discrète dans une salle reculée, loin des regards. Aurore n'en avait parlé à personne, même pas à sa mère. La fierté avait un prix, et elle le savait. Les victoires discrètes restaient en sécurité, les triomphes bruyants attiraient les chasseurs. Mais le secret ne dura pas. En cours de biologie, Monsieur Dubois, un professeur aux manières stropolies, dont le regard s'attardait un peu trop longtemps sur Élodie, lâcha la nouvelle. Travail exceptionnel d'Aurore Dubois. Bon oui, passera. Une simple remarque, mais une bombe sociale. Élodie, 3 rangs plus loin, releva la tête. Son sourire, lent et délicat, était celui d'un prédateur repérant une proie dans les hautes herbes. À cet instant, tout changea. Après l'école, Aurore suivit son chemin habituel, tête baissée, épaules crispées, ses doigts effleurant le cadenas de son casier, 15, 33, 7. Un rire, doux mais tranchant, l'interrompit. Waouh, dit une voix derrière elle, soyeuse comme la soie mais acérée comme une lame. On dirait pas une gagnante, toi. Aurore ne se retourna pas. Elle connaissait cette voix, Élodie. Les talons de la jeune fille éclataient sur le carrelage, suivis du froissement discret de 3 ombres, Claire, Mathilde, et Hugo. Sérieusement, continua Élodie, s'approchant, tu devrais sourire un peu. C'est un grand jour, non? Ou on t'a juste donné le prix pour ta présence? Claire et ricana, son rire aigu comme un éclat de verre. Sans vouloir offenser, elle a l'air d'une femme de ménage, pas d'une élève. Mathilde ajouta, plus doucement, je parie que son sac vient du marché aux puces. Hugo, muet, observait, ses yeux glissant vers le sol. Aurore ouvrit son casier en silence, les yeux rivés sur une vieille photo d'elle et de sa mère à la plage, un rare moment de joie figé dans le temps. Je dois aller à l'entraînement. Dit-elle enfin, la voix neutre, sans trembler. Élodie s'approcha encore, son parfum sucré emplissant l'air. L'entraînement? Oh, ce petit dojo minable près de la boutique de prêteurs sur gage. Charmant. Aurore se figea, son souffle coupé. Comment tu sais ça? Demanda-t-elle avant de pouvoir s'arrêter. Élodie sourit, un éclat venimeux dans les yeux. Ma chère,
je sais tout. C'est ce qui arrive quand des gens comme moi s'intéressent à des gens comme toi. Aurore se retourna alors, croisant son regard pour la première fois. Le sourire d'Élodie n'était pas seulement cruel, il était précis, comme une lame déguisée en compliment, une menace drapée dans une flatterie. Bissot, n'oublie pas d'où tu viens, murmura-t-elle, sa voix douce comme du miel empoisonné. Ça t'évitera de viser trop haut. Puis elle s'éloigna, ses ombres sur les talons, leur rire flottant comme un parfum toxique dans le couloir désert. Aurore resta immobile, non par peur, mais parce que sa colère était silencieuse, enroulée autour de ses côtes, contrôlée, dangereuse. Elle referma son casier d'un coup sec, le bruit résonnant comme un point final, et quitta le bâtiment sans un mot, ses pas rapides mais mesurés, comme si chaque mouvement était une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Ce soir-là, au dojo, elle frappa plus fort que d'habitude, ses poings s'abattant sur les sacs avec une intensité qui faisait vibrer l'air. Sonsei et Léon l'observa sans rien dire, ses bras croisés, jusqu'à ce qu'il lève une main. « Tu portes quelque chose, dit-il, sa voix grave et calme. Lâche-le, ou il t'entraînera sous l'eau. » Je vais bien, marmonna-t-elle, le souffle court. Personne ne gagne en combattant en colère, répondit-il, son regard perçant. Recommence, plus lentement. Elle obéit, mais la tension ne s'effaça pas, comme une corde tendue à se rompre. Le lendemain matin, l'orage éclata. En première heure, Aurore ouvrit sa tablette scolaire pour vérifier ses emails et trouva un message anonyme dans un groupe de discussion, envoyé à la moitié de sa classe. Une photo d'elle, seule à sa table de bibliothèque, le sweat relevé, en train de mordre dans son sandwich. En légende, des mots cruels en lettres blanches, la nouvelle protégée de Saint-Éloi. Note gratuite, déjeuner gratuit, place gratuite. Les émojis riaient, les pouces se levaient, même de la part d'élèves qu'elle ne connaissait pas. Une voix en elle murmura. Ils n'ont pas peur que tu triches. Ils ont peur que tu sois meilleur. Aurore fixa l'écran, la gorge nouée, les mains tremblantes. Elle referma la tablette, mais resta en classe, immobile, respirant comme Léon le lui avait appris, 3 temps d'inspiration, 3 temps d'expiration. Elle ne pleurerait pas. Elle ne partirait pas. Ils avaient lancé la première pierre, mais Aurore n'était pas là pour fuir. Elle était là pour se relever. Ce soir-là, à la maison, la porte grinça lorsqu'elle entra. L'appartement était sombre, éclairé seulement par la lueur vacillante d'une télévision en sourdine et une lampe près du canapé où sa mère, Camille, dormait parfois après ses quarts. L'odeur d'antiseptique et de thé à la menthe flottait dans l'air, vestige des rituels nocturnes de Camille. Elle se tenait dans la cuisine, remuant une casserole, son téléphone dans l'autre main. « Tu es en retard » dit-elle doucement, sans colère, juste usée. Aurore ne répondit pas, ôtant ses chaussures et posant son sac près de la porte. Camille se tourna, fronçant les sourcils. « Ça va ?» Aurore hocha la tête, mais sa mère s'approcha, étudiant son visage, les cernes sous ses yeux, la raideur de sa posture. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Aurore fixa le sol. « Rien. » Camille effleura sa joue. « Tu n'as pas à me le dire maintenant, mais ne porte pas ça toute seule. » Aurore trembla, un frisson à peine perceptible, et murmura, « Je vais au dojo. » Là-bas, elle frappa avec une intensité nouvelle, ses mouvements plus rigides, son souffle trop court. Léon l'arrêta. « Tu ne respires pas, dit-il. Tu halètes. » Elle protesta, mais il insista. « Tu es furieuse. Ce n'est pas la même chose. » Enfin, elle avoua. Ils ont fait un groupe de discussion. Ils m'ont appelé la protégée de la charité. Ils disent que j'ai triché. Léon serra la mâchoire, mais sa voix resta calme. Ils ne veulent pas que tu sois meilleur qu'eux. Aurore baissa les yeux.
Je n'ai pas voulu être remarqué. Ils veulent copier t'effacer. Répondit-il. Ne les laisse pas faire. Ces mots se restèrent avec elle, comme un feu qu'elle ne savait pas encore comment manier. Mais une chose était claire, le silence, son armure depuis toujours, commençait à se fissurer. Et dans ces fissures, Aurore entrevoyait une nouvelle arme, la vérité. Il pensait pouvoir la briser. Aurore Dubois, silhouette discrète dans les couloirs de Saint-Éloi, affrontait désormais plus que des murmures et des regards acérés. Les accusations s'amoncelaient, lourdes comme des chaînes, tricherie, piratage, intrusion dans des fichiers réservés aux professeurs. Le système même qu'elle avait appris à naviguer avec prudence semblait maintenant se retourner contre elle, déterminé à l'effacer. Mais dans l'ombre, Aurore trouva des alliés inattendus. Sophie, une survivante au regard franc qui connaissait trop bien la cruauté d'Élodie Moreau, et Julien, un génie de l'informatique au sourire timide mais à l'esprit acéré. Ensemble, ils déterrèrent une conspiration visant à salir son nom, un piège tissé de mensonges numériques et de privilèges intouchables. Quand Élodie et sa clique l'attirèrent et dans une salle abandonnée, Aurore transforma leur attaque en arme, enregistrant chaque mot, chaque menace. Son dossier, qu'elle nomma « livre de vérité », devint une forteresse de preuves, un rempart contre l'injustice, prêt à faire trembler les murs de Saint-Éloi. Le lendemain de l'humiliation publique dans le groupe de discussion, Aurore ouvrit sa tablette scolaire en première heure, espérant vérifier ses devoirs ou trouver un semblant de normalité. Mais l'écran afficha un message froid, presque clinique. Compte suspendu pour violation des politiques académiques. Veuillez contacter le bureau administratif. Son souffle se coupa, comme si l'air s'était solidifié dans ses poumons. Aucun avertissement, aucune explication, juste une porte numérique claquée au visage. Elle relut les mots, cherchant un sens, une erreur, mais il restait, là, implacable. Elle essaya de se connecter via son téléphone, mais un bandeau rouge clignotait, activité irrégulière détectée, tentative d'accès à des fichiers protégés. Aurore fixa l'écran, ses mains tremblant légèrement, non de peur, mais d'une colère qu'elle avait appris à contenir au dojo. Elle n'avait touché à rien, elle n'avait même pas su que ces fichiers existaient. Quelqu'un avait orchestré cela, quelqu'un qui connaissait son compte, son adresse IP, son existence même. À la maison, ce matin-là, sa mère, Camille, remarqua immédiatement son silence au petit déjeuner. Les œufs sur la table restaient intacts, le café de Camille refroidissait dans sa tasse et ébréchait. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-elle, posant une main sur l'épaule d'Aurore. Celle-ci hésita, puis murmura « Ils ont bloqué mon compte. Ils disent que j'ai piraté des fichiers administratifs. » Camille se redressa, ses yeux s'étrécissant. « C'est impossible. Tu ne saurais même pas comment faire. » Sa voix était ferme, mais une ombre de doute passa sur son visage, non pas envers sa fille, mais envers le monde qu'elles affrontaient. « Tu n'as rien fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Aurore hocha la tête, lentement, délibérément. « Non, maman. Rien. » Camille exhala, ses épaules s'affaissant sous le poids d'une vérité qu'elles connaissaient toutes deux. Parfois, les erreurs n'étaient que des mensonges déguisés en costumes impeccables. Au lycée, les murmures s'étaient transformés en grondements. Dans les couloirs, les regards ne glissaient plus sur Aurore. Ils s'accrochaient, lourds de calculs. Elle a triché, chuchotait-on en classe de mathématiques. Sa mère a supplié le conseil scolaire, entendit-elle près des casiers. Même Monsieur Dubois, le professeur de biologie qui l'avait félicité pour son score, évitait désormais son regard, ses lunettes glissant sur son nez comme s'il voulait disparaître dans ses propres notes. Ce n'était pas seulement les rumeurs qui blessaient, c'était le doute, l'érosion de la confiance dans les espaces qu'elle croyait neutres. Aurore s'assit seule dans la cour, son déjeuner intact, son estomac noué comme un papier plié sous la pluie. Elle ouvrit l'application de notes sur son téléphone et tapa « Suspension du compte scolaire. Accusation d'accès à des fichiers protégés. Aucun avertissement préalable. Réunion convoquée avec le principal Klein.
Elle nomma le fichier « Livre de vérité », un titre sobre, presque solennel, comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Puis, un message arriva, anonyme, via AirDrop, signé « EM », les initiales d'Élodie Moreau. Une photo d'Aurore, quittant le bureau du principal la veille, épaules voûtées, visage pâle, capturée à son insu. En légende, retrouve-nous après les cours, salle 306, où c'est fini pour toi. Aurore sauvegarda l'image, ajoutant une note. Menace reçue d'Élodie Moreau. Rendez-vous exigé, aucune précision sur l'heure ou l'intention. Son pouce accéléra, mais elle respira comme Sensei Léon le lui avait appris. 3 temps d'inspiration, 3 temps d'expiration. Ils voulaient la briser, mais elle ne leur donnerait pas ce plaisir. Ce midi-là, Aurore chercha refuge dans la bibliothèque, son sanctuaire habituel, mais la porte a été verrouillée. Un panneau, fraîchement collé, annonçait « Nouvelle politique, bibliothèque fermée aux élèves pendant la pause déjeuner jusqu'à nouvel ordre. Contactez Mademoiselle Worthing pour toute question. » La bibliothécaire, de l'autre côté de la vitre, évita son regard, feignant de ranger des livres. Aurore nota. Bibliothèque restreinte sans préavis. Exclusion ciblée. Elle s'éloigna, le métal froid de la poignée encore dans sa paume, et erra vers l'aile artistique, un coin plus calme où les salles de musique et les laboratoires désaffectés absorbaient les bruits du monde. Là, elle trouva Sophie, assise sur le sol entre des fresques inachevées et des pots de peinture écaillés. Sophie, une fille aux boucles brunes et au regard audacieux, portait un bonnet noir et griffonnait sur un carnet. Elle leva les yeux. T'es perdu? Ou t'as juste besoin de te cacher? Aurore hésita, puis s'assit à côté d'elle, les jambes repliées comme si elle s'attendait à un coup. Sophie lui tendit un sachet de chips. Ils m'ont fait la même chose l'an dernier, dit-elle sans préambule. Ils ont dit que ma lettre de recommandation pour le club d'art était falsifiée. Mademoiselle Cooper m'a soutenu, mais personne d'autre. Aurore montra son téléphone, le livre de vérité ouvert. Sophie étudia les notes, un sourire en coin. T'es en train de construire un dossier. C'est malin. Aurore murmura. Je ne veux pas me battre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Sophie haussa les épaules. C'est ce qu'ils espèrent. Si tu ne te bats pas, ils diront qu'ils avaient raison. Plus tard, dans la salle informatique, Aurore rencontra Julien, un garçon discret aux lunettes épaisses, connu pour réparer les ordinateurs des professeurs en un temps record. Sophie l'avait présenté comme « le mec qui peut tout trouver ». Julien tapota sur son clavier, ses doigts dansant avec une aisance presque artistique. « J'ai vérifié le réseau de la bibliothèque, dit-il. Les tentatives d'accès à ton compte viennent du terminal invité. L'idée est liée à Mathilde. » Aurore serra les poings, sa colère contenue comme une flamme sous une cloche. Ils ont tout prévu. Julien hocha la tête. Pas tout. Ils ont laissé des traces. Je peux récupérer les journaux de connexion, mais ça prendra du temps. Aurore nota. Julien, preuve de piratage. Mathilde impliquée dans l'accès non autorisé. Ce soir-là, au dojo, Sensei Léon l'attendait, silencieux comme toujours. Il lui tendit un petit objet, un porte-clés en forme d'hexagone, discret mais lourd. Un enregistreur vocal, dit-il. 6 heures d'autonomie. Clip-le à ton sac, ne le touche pas, laisse-le faire son travail. Aurore l'attacha sous la fermeture de son sac à dos, invisible mais prêt, comme une arme secrète. Léon la regarda dans les yeux. Ce n'est pas une question de légalité. C'est une question de vérité. Ils ne craignent pas ta voix, Aurore. Ils craignent tes preuves. La réunion avec le principal Kleene fut aussi froide qu'un tribunal. Kleene, cheveux argentés et posture rigide, était flanqué du vice-principal d'Oz et d'un technicien informatique en blazer beige,
un ordinateur portable ouvert devant lui. Mademoiselle Dubois, commença Clenay, les mains croisées, nous avons détecté des activités troublantes sur votre compte scolaire. Des tentatives d'accès à des fichiers réservés aux professeurs, comme les grilles d'évaluation et les banques de devoirs. Aurore cligna des yeux, incrédule. Je n'ai rien fait de tel. Je ne sais même pas où trouver ces fichiers. Le technicien tapota son écran. L'adresse IP correspond à votre réseau domestique. Les connexions ont eu lieu en dehors des heures scolaires. Aurore protesta, la voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu, ce n'est pas moi. Quelqu'un a utilisé mon compte. Dawes haussa un sourcil. Vous suggérez un piratage? Oui, répondit-elle, son regard fixé sur lui. Clenay esquissa un sourire condescendant. Parfois, les étudiants sont curieux. Les systèmes enregistrent des chemins automatiquement. Non. Coupa-t-elle. Quelqu'un veut salir mon dossier. Un silence lourd s'installa. Et qui aurait intérêt à faire cela? Demanda Dawes, impassible. Aurore ouvrit la bouche, pensant au sourire d'Élodie, à la photo, au murmure, mais aucun nom ne sortit. C'était le piège, ils avaient laissé des empreintes qu'elle ne pouvait pas encore tracer. Clenay conclut. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, votre accès au portail restera suspendu, et votre examen sera reporté. Aurore quitta le bureau, les jambes tremblantes, non de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle semblait vibrer dans ses os. Il ne se contentait pas de la discréditer. Il voulait solo l'effacer. Ce soir-là, chez elle, Camille s'insurgea, ses mains serrant la table de la cuisine. Ils t'accusent de piratage? De tricherie? Je vais voir l'école demain. Aurore l'arrêta, la voix ferme. Non, maman. Je m'en occupe. Seule dans sa chambre, elle ouvrit son ordinateur portable, contourna la suspension du portail en accédant à son dossier local. Là, dans les téléchargements, elle trouva des liens qu'elle n'avait jamais visités, comment contourner les logiciels d'examen, accès aux serveurs administratifs. Son souffle se coupa. Elle prit des captures d'écran, les ajouta au livre de vérité, notant « Preuve fabriquée dans le dossier de téléchargement ». Piratage confirmé. Quelqu'un avait pris la peine de réécrire son histoire, non seulement avec des mots, mais avec des données. Aurore ferma l'ordinateur, son reflet à peine visible dans l'écran sombre. Ils pensaient être intouchables, cachés derrière leurs privilèges. Mais elle avait la vérité, et elle était prête à l'utiliser. Le lendemain, après les cours, Aurore se rendit à la salle 306, un laboratoire abandonné dans l'aile scientifique, où les bureaux étaient empilés contre les murs et une odeur de cuivre et de moisi flottait dans l'air. Elle savait ce qui l'attendait, mais elle entra quand même, le porte-clés enregistreur clignotant discrètement sur son sac. La porte se referma derrière elle avec un clic délibéré. Élodie entra la première, son téléphone allumé, filmant, son sourire sucré comme du cyanure. Claire, Mathilde et Hugo suivirent, leurs visages illuminés par une cruauté aiguisée. Au centre de la pièce, un plateau de cantine, préparé comme un rituel, viande avariée, ketchup étalé, une cuillère en plastique posée comme une provocation. « Mange !» ordonna Élodie, sa voix douce mais tranchante. « Prouve que tu sais d'où tu viens. » Aurore resta immobile, son souffle régulier, 3 temps 1, 3 temps haute. « Non, dit-elle, la voix claire. Vraiment, vous ne me réécrirez pas. Élodie cligna des yeux, surprise par cette résistance. Claire s'avança, plus grande, plus large, ses poings serrés comme une menace caricaturale. Dernière chance, grogna-t-elle. Aurore ne bougea pas. Quand Claire tendit la main pour saisir son épaule, Aurore esquiva, fluide comme l'eau, attrapa son poignet, redirigea son élan et la fit basculer au sol avec une précision chirurgicale, apprise au dojo. Claire s'effondra, le souffle coupé, pas blessée, juste stupéfaite. Les autres reculèrent, leur téléphone vacillant. Aurore fixa Élodie,
dont le sourire s'effaça pour la première fois. « Ce n'est pas fini ?» demanda Élodie, la voix tremblante. « C'est enregistré », répondit Aurore, tapotant son sac. « Vous avez montré qui vous êtes. » Elle passa devant le plateau, devant les téléphones, devant leur silence abasourdi, et ouvrit la porte. La lumière du couloir inonda la pièce, révélant leur piège pour ce qu'il était, une cage qu'elle s'était construite, elle-même. Aurore sortit, la tête haute, son enregistreur toujours en marche, capturant le silence qu'elle laissait derrière elle. La vérité éclata comme une tempête, déchirant le voile de silence qui avait longtemps protégé les murs de Saint-Éloi. Le livre de vérité ou d'Aurore Dubois, un dossier méticuleux de capture d'écran, d'enregistrements et de témoignages, se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, exposant non seulement la cruauté d'Élodie Moreau et de sa clique, mais aussi les failles d'un système qui favorisait les puissants. Les preuves, les rires cruels, les menaces enregistrées, les journaux de connexion falsifiés, révélèrent une vérité que personne ne pouvait ignorer. Aurore, soutenue par Sophie, Julien, sa mère Camille et Sensei Léon, transforma son combat solitaire en un mouvement collectif, voix libre, pour apprendre aux autres à se défendre, à documenter, à ne jamais se laisser effacer. Reconnue pour son courage, elle décrocha une bourse à la Sorbonne, laissant derrière elle un Saint-Éloi transformé, où les murmures cédèrent, la place à des voix audacieuses. Mais ce n'était pas la fin de son histoire, c'était le début d'un héritage, une lumière pour ceux qui marchaient encore dans l'ombre. Le lendemain de l'incident dans la salle 3-6, un email du département informatique de Saint-Éloi, marqué « Urgent » en lettres majuscules, atterrit dans la boîte de réception du principal Klein. Les journaux de connexion confirmaient que le compte d'Aurore avait été piraté depuis le terminal invité de la bibliothèque, avec des identifiants liés à Mathilde. Les métadonnées, les horodatages, les traces d'accès, tout pointait vers un sabotage orchestré. Avec cet email, l'empire d'Élodie Moreau, bâti sur le privilège et l'intimidation, commença à s'effondrer. À la 3e heure, Cléné n'était plus dans son bureau. Il était en réunion avec la surintendante Reyes, une femme aux yeux fatigués mais à la posture implacable. Dawes, le vice-principal, avait convoqué Claire hors de la salle d'études, son visage fermé comme s'il anticipait déjà le désastre. Mathilde, nerveuse, verrouilla son téléphone dans son casier, arpentant l'aile comme un animal traqué. Hugo, fidèle à son silence, évitait les regards, son ombre glissant dans les couloirs comme s'il espérait disparaître. Mais ce fut Claire qui céda la première. Aurore la trouva dans les toilettes des filles, entre deux cours, les épaules voûtées, les yeux rougis. « Je ne savais pas qu'elles iraient aussi loin », murmura Claire, sa voix tremblante comme un fil prêt à se rompre. « Je pensais qu'on plaisantait, qu'on mettait juste la pression. » Aurore la fixa dans le miroir, ses bras croisés. « Non, dit-elle, la voix basse mais tranchante. Tu pensais que ça n'aurait pas d'importance. » Claire tressaillit, mais Aurore tourna les talons et sortit, car il y avait une différence entre le regret et la rédemption, et Claire n'avait pas encore franchi ce pas. Mathilde, elle, choisit la résistance. À l'heure du déjeuner, elle posta une story sur son compte Instagram privé, visible par une poignée d'élèves étriés sur le volet. C'est une chasse aux sorcières. Tout le monde croit la fille avec son histoire larmoyante. C'est facile de simuler un drame quand on veut de l'attention. Elle ne nomma pas Aurore, mais elle n'en avait pas besoin. Quelques heures plus tard, des captures d'écran de son message circulaient, partagées par des élèves anonymes, accompagnés de commentaires indignés, de chronologies, de preuves. Les parents de Mathilde exigèrent une réunion avec le conseil scolaire, mais il était trop tard. Le livre de vérité d'Aurore avait déjà atteint les boîtes mail d'anciens élèves, de parents, de professeurs, et même d'une journaliste locale qui publia un article intitulé « Quand l'excellence ne suffit pas, l'effondrement discret de Saint-Éloi ». L'article, partagé sur Twitter, Facebook et les forums locaux, déclencha une tempête. Un ancien élève écrivit « J'ai quitté Saint-Éloi en 2010. Même histoire, autre fille. Elle a été transférée après qu'on a signalé ses notes. Curieux que ça n'arrive qu'aux boursiers. » Une ancienne professeure ajouta. « J'y ai enseigné.
Le favoritisme est ancré dans les murs. Demandez pourquoi les moraux ne sont jamais suspendus. Un élève de 3e année confia. J'ai vu Aurore étudier pendant que d'autres faisaient de la fête. J'ai gardé le silence pour ne pas être le prochain. Plus maintenant. Aurore lut chaque commentaire, seule dans sa chambre, les jambes repliées contre sa poitrine, l'écran de son ordinateur réchauffant ses genoux comme un second battement de cœur. Elle ne pleura pas, ne sourit pas, elle absorba, car ce qu'elle avait fait allait au-delà de laver son nom. Elle avait dévoilé un système qui avait étouffé tant d'autres en silence. Le lendemain, les couloirs de Saint-Éloi étaient différents. Les rires étaient étouffés, les regards fuyants. Les élèves s'écartaient quand Aurore passait, non par peur, mais par une reconnaissance tacite, comme si les murs eux-mêmes avaient changé. À son casier, elle trouva une note glissée dans la fente, merci de ne pas les avoir laissés gagner. Pas de signature, juste une vérité nue. L'après-midi, dans une salle de conférence rarement utilisée près de la bibliothèque, le conseil scolaire tint une réunion préliminaire. Sophie s'était à ses côtés, feuilletant un classeur épais de documents imprimés, sa botte tapant le sol avec une énergie nerveuse. Cléné se tenait raide, la cravate légèrement desserrée, comme s'il avait répété son discours toute la nuit. La surintendante Reyes, le visage marqué par des années de batailles administratives, les observa. « Nous avons examiné votre dossier, dit-elle, laissant le silence peser. Ce que vous avez présenté est, non seulement troublant, c'est accablant. » Cléné ouvrit la bouche, mais Reyes leva une main. « Nous ne sommes pas ici pour des excuses, principales. Nous sommes ici pour la responsabilité. » Puis elle se tourna vers Aurore. « Tous. Vous avez fait preuve d'une diligence, d'un professionnalisme et d'un courage que peu d'adultes auraient montré. Vous avez documenté l'abus sans l'escalader, et surtout, vous avez tenu bon sans devenir aigri. » Aurore cligna des yeux, les mots la frappant plus fort qu'un éloge. Car la vérité était qu'elle avait été aigrie, mais elle n'avait jamais laissé personne le voir. Reyes poursuivit, il y aura des conséquences. Les élèves seront sanctionnés, le personnel sera examiné, et Saint-Éloi entamera un audit indépendant de ses politiques d'équité. Aurore hocha la tête, non par approbation, mais par reconnaissance. Le changement n'était pas un discours, c'était une fissure, et les fissures, quand elles s'accumulaient, faisaient tomber des empires. Ce soir-là, Sophie agit sans prévenir Aurore. Elle posta l'enregistrement de la salle 306 sur un compte Twitter anonyme, accompagné de 5 mots, « Voici comment ça se passe ». Les noms étaient masqués, mais l'histoire était brute, implacable. En quelques heures, la vidéo atteignit 75 000 vues. Les commentaires affluèrent, des histoires similaires émergeant comme des rivières débordant après une pluie. Sophie lança aussi un formulaire Google anonyme, « Votre histoire compte », invitant les élèves à partager leurs expériences d'injustice à Saint-Éloi. En 48 heures, plus de 100 réponses arrivèrent. Certaines étaient brèves, « Un professeur m'a dit que j'étais trop intense pour une fille noire. » D'autres, plus longues, déchirantes, « Mon frère a abandonné l'an dernier. Ils ont dit qu'il avait des problèmes de colère. Personne n'a demandé ce qui se passait à la maison. » Aurore lut chaque mot, son cœur se brisant, mais une force nouvelle s'éveillait en elle. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était celle de tous ceux qui avaient été réduits au silence. Avec Sensei Léon, Camille et Sophie, Aurore lança, Voix libre, un atelier hybride au dojo Bastia, mêlant défense physique, protection numérique et stratégie émotionnelle. Les sessions enseignaient aux élèves comment documenter les injustices, rester ancrés face à l'adversité, et respirer comme Aurore l'avait appris, inspirer pour réclamer leur place, expirer pour lâcher une honte qui n'était pas la leur. Les étudiants, d'abord méfiants, commencèrent à s'ouvrir, leur silence se transformant en murmure, puis en voix. Une soir, alors qu'Aurore corrigeait les premiers formulaires anonymes de l'atelier, un email arriva. « Félicitations, Aurore Dubois. Bienvenue à la Sorbonne, programme Justice et Société. » Elle fixa l'écran, les mots semblant irréels,
comme un rêve qu'elle avait griffonné des mois auparavant et que l'univers lui renvoyait, signé et scellé. Camille entra, frottant ses yeux après une sieste tardive, ses cheveux encore attachés par une pince d'infirmière. « Ça va ?» demanda-t-elle. Aurore tourna l'écran. Camille lut à voix basse, comme si elle ne faisait pas confiance à ses yeux. Puis, ses lèvres tremblèrent. Et des larmes coulèrent. Silencieuses. Comme seules les mères savent pleurer quand leurs enfants survivent à ce qui aurait dû les engloutir. Aurore s'agenouilla, enlaça sa mère, et elles restèrent ainsi, sans mots, juste un silence chargé de victoire, un poids enfin levé. Le lendemain, Saint-Éloi n'était plus le même. Le casier d'Élodie, autrefois centre d'admiration, restait vide, son miroir intérieur ne reflétant que le vide. La famille Moreau tenta de discréditer Aurore, qualifiant ses enregistrements de « sélectifs » et « illégaux », mais la vérité avait déjà pris feu. Le conseil scolaire vota pour se distancier des Moreau, et leurs dons s'arrêtèrent sans fanfare. Une note fut affichée au tableau du personnel, formation obligatoire sur les biais et la réponse aux incidents pour tous les enseignants. 3 professeurs furent suspendus, un conseiller réaffecté. Mais le changement le plus profond vint d'ailleurs. Sophie organisa une exposition dans l'aile artistique, où des fresques racontaient l'histoire d'Aurore, une fille aux tresses serrées, sac à dos sur l'épaule, marchant vers un ciel constellé de livres, de microphones et de balances de justice. Les dessins, pleins de symboles, attirèrent la presse locale, amplifiant l'impact du « livre de vérité ». Lors d'une réunion avec le comité d'équité, Aurore parla sans trembler, décrivant la douleur d'être suivie mais jamais crue, d'être jugée par son nom. Les adultes écoutèrent, prirent des notes, sans l'interrompre. Leur silence valait plus que des applaudissements. Une après-midi, près d'un vieux hangar où l'on avait autrefois tagué « Cas de charité » en rouge, une fresque s'élevait, peinte par Sophie avec l'aide d'Aurore. Elle montrait une fille en plein pas, son ombre s'étendant au-delà des murs, avec ces mots « Ne te rétrécis pas pour entrer dans une pièce. » Agrandis la pièce. Aurore s'arrêta devant, traçant l'esquisse du regard. Son téléphone vibra, un message d'une élève d'un autre lycée, effrayée. « Je pense que ça m'arrive aussi. Je ne sais pas par où commencer. J'ai peur qu'on ne me croie pas. » Aurore répondit. « Commence par croire que ton histoire mérite d'être racontée. On commence ensemble. » Elle envoya le message, son cœur battant non d'anxiété, mais de détermination. Ce n'était pas seulement une victoire. C'était un héritage. Aurore ouvrit son carnet, le protocole vérité, désormais épais de notes, de citations, de chronologie. Elle écrivit « La justice n'est pas bruyante. » Elle arrive dans un email, une excuse tardive, une fille qui ne fléchit plus devant le pouvoir. Cette fois, nous ne survivons pas en silence. Nous nous élevons pour que les suivants n'aient pas à répéter la guerre. Aurore Dubois n'était plus une ombre. Elle c'était une lumière, une voie, un chemin. Pas seulement pour elle, mais pour toutes celles qui marchaient dans l'ombre des puissants, pour tous ceux qui apprenaient, grâce à elle, que la vérité, une fois documentée, devient ineffaçable. L'histoire d'Aurore Dubois à Saint-Éloi est une ode à la résilience et à la vérité. Son courage face à l'injustice m'a profondément touché, car elle incarne une force discrète mais indomptable, si chère à la culture française où l'honneur personnel se mêle à la quête de justice. Aurore ne s'est pas contentée de survivre, elle a transformé sa douleur en un mouvement, voix libre, prouvant que le silence, lorsqu'il est stratégique, peut devenir une arme plus puissante que les cris. Cette histoire m'invite à réfléchir sur la manière dont nous affrontons les injustices dans nos propres vies. Trop souvent, face à l'adversité, nous choisissons la fuite ou la résignation, mais Aurore nous enseigne que documenter, persévérer, et trouver des alliés peut changer le cours des choses. La leçon que j'en tire pour ma vie est double, d'abord, croire en la valeur de ma voix, même quand elle tremble, ensuite, construire des ponts avec ceux qui partagent nos luttes, car la solidarité transforme l'individu en collectif. En France, où l'on chérit l'idée de liberté et d'égalité, l'exemple d'Aurore nous rappelle que ces idéaux se gagnent par des actes courageux, pas par des promesses. Appliquons cette leçon en osant parler,
en soutenant ceux qui sont réduits au silence, et en refusant de plier face au système qui cherche à nous effacer. Si cette histoire vous inspire, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo pour amplifier sa portée, abonnez-vous pour ne rien manquer, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons entendre les voix qui comptent.